Le père de mes enfants m'a quitté après 10 ans de relation. Je l'ai annoncé sur Instagram, sur Snap, mais je l'avais pas encore annoncé sur TikTok. C'est pour ça que je fais plus trop de contenu depuis 3 semaines. En fait, ça a commencé il y a 3 semaines. Ensuite, j'ai cru que ça allait s'arranger. Et puis, non, finalement, oui. Il a repris sa décision une deuxième fois. Ça va. Je reçois énormément de messages voilà, de toutes parts. C'est un gros changement de vie pour moi. Ça a été très dur les premiers moments. Et puis là, ça fait déjà un peu plus de 3 semaines que tout ça a commencé. Donc on va dire que j'accepte, entre guillemets. Je me dis que de toute façon, on ne peut pas continuer dans une relation où une personne ne veut plus. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de forcer. J'ai été très affectée pour mes enfants parce que c'était pas du tout la vie que je voulais pour elles. Mais on ne force pas quelqu'un à rester, tout simplement. J'aurais pu. Je l'ai déjà fait. Je veux plus. Voilà, comme ça vous savez tout. Je reprends les contenus tout doucement. Peut-être que je vous parlerai de mes ressentis. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, Snap, etc. Parce que c'est vrai que je poste plus au tac au tac. C'est aussi acceptons-nous. C'est un gros tournant pour moi. Vous savez que j'ai fait construire notre maison. Donc je vais la garder, elle est à moi, c'est ma maison du coup. On va aller y vivre avec les filles, je pense courant avril. Et puis on ne sait pas encore trop pour le mode de garde, pour comment ça va se passer. Les filles aimeraient faire une semaine sur 2. Mais bon, on va voir si c'est possible pour monsieur. Enfin, c'est toute une réorganisation à faire. Ça sera peut-être pas possible dans les premiers temps. Et puis moi, j'avoue que si je peux avoir mes filles avec moi au début, en tout cas, après je penserai à leur bien-être, mais voilà. Je préférerais que la semaine elles soient avec moi, qu'elles voient leur père le week-end. Mais si elles veulent faire, on fera au mieux pour elles et pour leur ressenti et pour ce qu'elles veulent. Il n'y a pas de bagarre. Enfin, je veux dire, on va essayer de, même si on a des, des choses où on peut être en colère l'un avec l'autre, où on peut être triste, on va faire au mieux pour nos enfants. Voilà. Et les gens qui voient de l'extérieur les choses, c'est pas forcément la vérité de l'intérieur. Enfin, ne pensez jamais que ce que vous pensez ou ce que vous allez pouvoir dire est réel. Voilà. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Voilà, aujourd'hui c'était un jour sans, comme hier, j'ai une boule au ventre. Ça va pas trop. Et il y a eu des jours où ça allait un peu mieux, où j'acceptais les choses, où voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Pour un homme, la leçon est double. D'abord, le domicile et les actifs doivent être protégés juridiquement dès le départ. Ici, la maison reste à la femme, ce qui modifie radicalement l'asymétrie de pouvoir après rupture. Ensuite, la gestion de la garde est le prochain champ de bataille. La volonté de la mère de garder les enfants la semaine, tout en déléguant le week-end, est une stratégie classique de contrôle émotionnel et logistique. Un homme doit exiger la garde alternée immédiate pour maintenir son influence et son lien paternel. Car une fois l'habitude prise, le droit suit souvent le fait. Ne laisse pas la tristesse ou la culpabilité dicter les termes de ta nouvelle vie. Par contre, il faut trop que je parle d'un sujet, parce qu'on en parlait hier avec ma copine, avec une amie. Mais est-ce que c'est que nous, on trouve que les hommes, ils sont de moins en moins intéressants? Ils savent pas tenir de conversation, ils font aucun effort. Je sais pas, genre moi, tu vas pas leur écrire, ça va venir te faire des manières. Genre vraiment, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Genre si tu leur écris pas, ils t'écrivent pas. C'est quoi ça? Comment vous faites des rencontres? Moi, je me demande vraiment comment vous faites des rencontres, parce qu'ils sont tellement ennuyants. Vraiment, zéro conversation. Les conversations, ça va être à base de genre des trucs de gamin. Je sais pas.
Ouais, sinon ça va, toi? Oui, et toi? Oui. Hop. Voilà. Après, si toi tu lances pas une conversation, ben y a pas de conversation. En fait, il y a vrai. Je sais pas, je trouve ça tellement ennuyant. Je sais pas comment vous faites, les filles. Mais vraiment, je pense que je suis devenue une meuf genre allergique en fait. Je peux pas. Vraiment, je peux pas. Plein de classiques face à un changement de dynamique. Moins d'efforts masculins visibles, plus d'attentes féminines implicites. En réalité, beaucoup d'hommes ont compris que surinvestir en conversation, sans signal clair de réciprocité, est une perte de temps. Donc ils réduisent l'effort initial. Pour toi, le levier est simple. Soit tu assumes un rôle moteur, initier, relancer, créer du rythme, soit tu filtres directement ceux qui n'ont pas d'énergie. Mais ne confonds pas ennui et désengagement stratégique. Un homme qui a des options parle peu tant que l'intérêt n'est pas validé. Si tu veux plus d'investissement, tu dois aussi envoyer des signaux clairs de valeur et d'intérêt. Les filles qui veulent montrer son couple au grand public sur les réseaux sociaux parce qu'elles pensent qu'au moins les bases sont posées et qu'il n'y aura pas de problème de jalousie ni rien. Sachez une chose, mes go. La femme est la pire créature du monde. Toutes ces nanas qui vont trouver beau ton mec, malgré qu'elles savent que t'es en couple avec lui. Le fait que tu sois en couple avec lui, ça va leur donner un défi en plus. Elles vont aller le DM. Elles vont chercher son attention. Elles vont chercher à être la number one entre toi et elle. Donc les filles, arrêtez avec votre girl power là. Parce que les femmes qui mettent girl power, vous êtes les pires. Connaissance de cause. Hein les filles, je vous vois. Exposer son couple en ligne augmente mécaniquement la concurrence. Ce n'est pas une question de jalousie féminine, c'est un effet de marché, visibilité égale, validation sociale égale, afflux d'options. Si tu affiches, tu transformes ta relation en vitrine. Donc règle simple, discrétion stratégique. Plus tu montres, plus tu invites des tests externes. Ensuite, le vrai filtre n'est pas les DM des autres femmes, mais la gestion de ces sollicitations par ta partenaire et par toi. Si elle cherche l'attention externe, tu es déjà en position faible. Un homme solide n'essaie pas de contrôler l'extérieur, il sélectionne une femme capable de loyauté sous exposition et réduit les stimuli inutiles. Le cadre se protège en amont, pas après le problème. Il finit ça. D'avoir sa go. Parce que moi je suis une pute, moi. Parce que moi je suis une pute. Moi je suis une pute, moi, vas-y. T'as vu? Moi par exemple, moi je suis une tempe, je suis une tempe, moi. T'as vu? Vous voyez les stories comme ça là, vous savez pourquoi ça me fume? Parce que t'as vu, les garçons vont pas choisir de la même manière. T'as vu, ça sera un garçon à la place de la meuf. Le garçon il serait refait, il aurait fait des story time à ses gars, ouais, je suis le deuxième bourreau de la meuf et tout, elle trompe son mec avec moi et tout, patati, patata, il serait refait. Et les meufs miskines, elles s'insultent et tout. Et c'est dommage. Et c'est dommage en vrai. La vérité, c'est dommage, miskine. Ce passage montre une dynamique classique. Double standard, plus chaos moral. D'un côté, certains hommes valorisent la tromperie comme une victoire sociale. De l'autre, certaines femmes intériorisent la honte et s'auto-dévalorisent. Pour un homme, la règle est simple. Ne participe pas à ce marché toxique. Si une femme est déjà engagée, tu sors immédiatement du jeu. Sinon, tu t'alignes avec un environnement instable où la loyauté n'existe pas. Et surtout, ne confonds pas validation masculine, ego, storytelling avec valeur réelle. Un homme solide ne se construit pas sur la désorganisation émotionnelle des autres. Discipline, cohérence et standard élevé. C'est ça qui filtre les situations à problème. Dinguerie. Moi j'ai la phobie des mecs qui ont des voitures genre avec les sièges en mousse. Genre tu me snaps, c'est pas en cuir, je te bloque. Et vous savez pas, il y a un mec, il vient me chercher en Peugeot 408. La portière était pas la même. Il m'a cherché devant le Cova comme ça, devant tout le monde. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Et t'es monté. L'ennemi numéro 1 de la femme, c'est la femme. Mais l'ennemi numéro 1 de l'ennemi numéro 1, c'est l'homme. Oui, parce que c'est lui qui va valider, de par ses actions, de par son comportement, ce genre de femme. Alors oui, on dit traitement princesse. Alors oui, on dit galanterie. Alors oui, on dit homme capable. Après, peut-être c'est moi le fou. Est-ce qu'il y a des hommes dans les commentaires qui valident? Dites-moi, peut-être c'est moi le fou. Je suis dans une époque, je contrôle pas.
Les gars, là, c'est le modèle GT. Peugeot, c'est pas un modèle qui fait rêver, ok. On parle quand même d'un modèle qui est à 38 000 € entrée de gamme. Ça peut aller jusqu'à 50 000 € toute option. Ça peut monter jusqu'à 240 chevaux. Écran central, siège en cuir, cockpit numérique 3D, berline fastback, mi-SUV. On parle d'une voiture que seulement 15% de la population française peut acquérir. Ici, le critère affiché siège cuir, modèle de voiture, n'est qu'un proxy de statut. Le vrai test n'est pas la voiture, mais ta réaction face à une exigence arbitraire. Si tu entres dans ce jeu, tu valides une logique où ta valeur égale ton signal matériel. Résultat, escalade infinie des attentes. Un homme solide comprend que certaines femmes filtrent par symbole social rapide, et il se positionne en conséquence. Soit il joue ce marché en connaissance de cause, soit il s'en retire immédiatement. Le point clé, ne jamais surinvestir pour compenser un manque de désir réel. Le respect ne vient pas de l'objet, mais de ta capacité à poser des standards et à refuser les tests superficiels. 23 ans, divorcée, mère de 2 enfants à cause de croyances religieuses. Petite story time. Préparez les popcorns parce que ça va être long. Cette histoire débute quand j'étais en maternelle et que je voyais tous les garçons autour de moi qui ressemblaient pas du tout au prince charmant qu'on me vendait dans les histoires de petites filles que mes parents me lisaient ou autres. Et en parallèle de ça, j'ai grandi dans un univers où on est très croyant, dans un univers chrétien. Dès petite, j'avais la conviction que je pouvais tout demander à Dieu, entre guillemets. Il y avait 2 choses que je demandais quand j'étais petite. La première, c'était une petite sœur que je n'ai jamais eue. Et la deuxième, c'était que je ne me marie jamais avec un homme qui soit pas un prince charmant comme dans les contes de fées qu'on me lit le soir avant de dormir. Et ces 2 prières-là, je les ai gardées tous les jours jusqu'à l'adolescence. Pour le prince charmant, j'avais convenu avec Dieu que le jour où je rencontrerais l'homme qui est censé être ce prince charmant, il y aurait un signe qui est impossible qui arrive par hasard. Comme ça, je suis sûre que je peux pas mal interpréter le truc. Donc les années passent, je rencontre j'ai des petits copains et à chaque fois je regarde, je suis à l'affût du signe et il apparaît jamais. Et puis un jour, le signe apparaît, mais vraiment à mes yeux, ça pouvait pas être le hasard. C'était beaucoup trop parfait pour que ce soit naturel. Et donc, à ce moment-là, je comprends pas le signe parce qu'il y a personne. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de prier et que ma vie est partie un peu en cacahuète. Mais voilà, je garde en tête que ce signe est apparu à ce moment-là et que j'ai aucune idée du pourquoi du comment et que je suis un peu fâchée avec Dieu parce que je comprends pas forcément. Mais voilà, la vie se déroule, etc. Un jour où je suis en vacances chez les copains à l'étranger, un des amis avec qui on est se rend compte qu'il y a un de ses meilleurs potes d'enfance qui est dans le coin et donc propose de l'inviter à nous rejoindre. Je rencontre donc cet homme, j'ai 18 ans. Le soir, on sort au bar, les choses font qu'on discute et que en fait le feeling passe très bien. Il y a une alchimie qui se passe vraiment assez forte. En plus de ça, j'étais dans une période de ma vie où je demandais à Dieu de m'aider à me sortir de situations vraiment pas faciles. Et j'ai le soleil qui commence à m'arriver dans la gueule au fur et à mesure. J'ai une foi qui est pas tout à fait habituelle dans les milieux chrétiens. Et cet homme-là en face, il a les mêmes convictions que moi. Ils sont donc pas habituelles. Il faut que je bouge parce que... On discute entre amis, etc. On regardait les photos des uns des autres. Et là, je reconnais une fille que je suis pas censée voir dans les photos d'un ami. Voilà, parce qu'elle a aucun lien à première vue. Et je commence à poser des questions. Mais comment ça se fait que vous la connaissez? Ils disent, mais c'est notre amie d'enfance, on la connaît depuis tout petit. Et je fais, mais attendez, cette fille-là, elle habite dans un petit village paumé en Alsace. Moi, j'habite dans la région parisienne. Au fur et à mesure que eux, ils parlent entre eux pour m'expliquer comment est-ce qu'ils connaissent cette fille, je suis en mode, mais cette fille, elle habite dans le village où j'ai eu le signe quand j'étais plus jeune que je rencontrerais l'homme de ma vie, le prince charmant que j'avais demandé à Dieu, quoi. La seule conclusion que j'en tire, c'est que c'est Dieu qui fait le lien entre tout et que et c'est lui, bref, je sais pas comment dire. Débrouillez-vous avec ça. Et donc je rentre chez moi, à la fin des vacances, j'ai enfin la force de faire le grand ménage dans ma vie. Je profite d'une toute petite pause pour faire un petit disclaimer. Il s'agit ici de mon récit, de comment est-ce que j'ai vécu les choses. Voilà, c'est reparti. 2-3 mois après qu'on soit rencontrés, on décide d'officialiser notre relation. Très vite, je vois qu'il y a quelque chose qui me dérange chez lui. Il devait faire son service militaire dans un autre pays. Et il était prêt à mentir et à renoncer à le faire, juste entre guillemets, pour rester avec moi. Alors, j'étais touchée quelque part, mais en même temps, pour moi, c'était très important qu'il honore ses responsabilités. Arrive une discussion où je lui dis, écoute, non, ça va pas le faire entre nous. Moi, je veux pas être responsable, je veux pas être l'excuse pour laquelle tu fais pas ton service militaire. Donc, écoute, je mets un terme à la relation et on se reverra quand t'auras fini ton service. À ce moment-là, il était chez ses parents dans la région alsacienne au moment où ça se passe. Il décide de tout de suite revenir à Paris pour me voir, pour en discuter. Donc, on discute toute la soirée. Évidemment, ça se passe super bien et je tombe sous le charme comme à chaque fois qu'on discute de tout et de n'importe quoi. Et je lui propose de passer la nuit à la maison pour pas dormir dehors. S'ensuivit donc une nuit où se passe ce qui doit se passer. Je peux pas le dire là comme ça. C'est difficile de l'assumer comme ça. Je crois que c'est une chose dont on parle pas suffisamment. Les hommes qui... oh là là, je peux pas faire ça. Il s'est tiré puis il a été assez con pour pas voir qu'il avait pu la capote. Merci Charlie.
Je l'ai longtemps vécu comme un viol, c'est peut-être un grand mot pour expliquer ce qui s'est passé, mais en tout cas comme une vraie trahison, parce que, sans me prévenir, il a fini sans protection. Mais j'ai tellement honte en plus. Pour la petite histoire, moi je prenais pas la pilule parce que 6 mois plus tôt, j'avais vu une gynéco, mais ça sera une autre histoire. C'était catastrophique et qui m'a dit en gros à la fin que je pouvais pas avoir d'enfant. Donc voilà, on se protégeait par principe avec des préservatifs, mais moi je prenais pas la pilule du coup. Et forcément, 3-4 jours plus tard, je sais que je suis enceinte. Comment est-ce que j'ai vécu la grossesse surprise et tout ce qui s'en est suivi, ça fera peut-être l'objet de d'autres vidéos. Ici c'est le sujet, c'est plus comment est-ce que je me suis retrouvée mariée avec 2 enfants. Et donc, comme on est tous les deux issus de familles très croyantes, l'avortement n'est pas envisageable. Sans critique ni jugement, pour nous, c'est non et voilà. Chacun ses problèmes en fait, voilà. Il n'y a pas de malentendu là-dessus. Moi, je commence à me dire, bon, on n'est pas prêt, on est beaucoup trop jeune, mais là, je suis enceinte. Donc, il n'y a pas de retour en arrière possible. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je veux que mon fils naisse au milieu de ce qui me semblait être rien? Ou est-ce que mon fils naît au milieu d'un couple marié devant Dieu, devant témoins? Et donc, en y réfléchissant, je me dis, bah, c'est censé être l'homme de ma vie. Je suis pas censée, du coup, finir ma vie avec quelqu'un d'autre. Donc, bah, autant se marier maintenant. Comme ça, au moins, notre premier fils naîtra au milieu d'un couple uni devant Dieu et devant la loi. On se marie. J'ai proposé qu'on se marie. Il a dit oui. On devait aller chercher les papiers à la mairie. Il est resté devant pour fumer une clope. C'est moi qui suis allée chercher les papiers. Je me suis occupée d'organiser le reste avec l'aide de mes parents, mais ça c'est une autre histoire aussi. Et donc on se marie et un peu moins d'1 mois plus tard, j'accouche et notre petite vie commence. Pour ceux qui sont encore là, eh ben merci beaucoup, ça me touche déjà que vous ayez écouté l'histoire jusqu'ici. D'une part, c'est pas facile de partager une histoire aussi personnelle et aussi importante de ma vie. Donc je compte sur vous pour, si vous avez des remarques, des choses à partager, voilà, que ça se fasse dans la bienveillance. Et puis il y aura la suite bientôt. Des bisous vous. Pour un homme, la leçon est brutale. Contrôle absolu de la contraception et du timing. Ne délègue jamais ce risque. Ensuite, ne confonds pas signe, destinée ou intensité avec compatibilité réelle. Le mariage ici n'est pas une sélection rationnelle, mais une tentative de réparer une situation. Résultat, engagement maximal sur base fragile. Un homme optimisé valide sur la durée, observe les comportements, responsabilité, cohérence, et refuse toute escalade rapide imposée par un événement. Sinon, tu subis les conséquences pendant des années. Là, elle est en train de taxer un inconnu. Toi, ça te dérange pas en plus. Toi, tu dis rien. Moi, ça me dérange pas du tout, moi. Je donne avec le cœur, moi, c'est avec le cœur que je le fais. Mon gars, on se connaît depuis 30 secondes, elle est là, elle lui demande un putain de gré. Les gars, on arrive à là. Non, on arrive à là, c'est à là, on a volé. On a volé tous les footballs, il y a eu c'est ici on est arrivé, football resto du cœur. Waouh. On arrive à là, les gars. Non, les gars, ça devient déplorable, c'est pitoyable. On a atteint un summum ouais, là c'est gâté, hein. Parce que là on est arrivé à un niveau, c'est les gars. En mode, parce que moi je sais que si ce serait moi par exemple, le mec en question, tu m'aurais dit mais va te faire foutre. T'es qui, je te connais pas. Quand c'est les meufs de bon cœur, football resto du cœur, les gars. Ouais. Les gars, on arrive à là. Ah putain, l'homme il est faible. Ah, putain. La situation décrite est le sommet de la déchéance du cadre masculin, une inconnue qui demande des ressources, taxi, après 30 secondes et un homme qui accepte par bon cœur. Pour un homme, la leçon est vitale. La gentillesse sans sélection est une faiblesse que les profils opportunistes flairent immédiatement. Quand tu acceptes de rendre un service coûteux à une parfaite étrangère, sans aucune contrepartie ni investissement de sa part, tu signales que ton temps et tes ressources n'ont aucune valeur. Tu n'es pas galant, tu es perçu comme un outil. Un homme solide protège ses ressources et ne les offre qu'à ceux qui ont prouvé leur valeur ou leur investissement. Apprends à dire non avec un sourire, c'est le premier pas pour regagner du respect. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.